Une puissante explosion s'est produite en 1966 près de la ville de Donetsk en Ukraine. Environ 33 000 mètres cubes de lave fondue a englouti un village entier ainsi que ses habitants vivants, des habitants qui ne se doutaient de rien. Mais l'éruption ne provenait pas d'un volcan. Il n'y a eu qu'une courte note d'un professeur, directeur d'un institut de niveau universitaire en géologie, qui dit « Une éruption volcanique dans le plus strict sens du terme. La scène autour m'a évoqué les derniers jours de Pompéi. » La colline qui est rentrée en éruption n'était pas un volcan, c'était un monticule de déchets. C'était un monticule de déchets qui est en réalité entré en éruption. Parmi les 580 monticules de déchets de la zone, 114 ont un cœur en fusion à cause des réactions chimiques qui se produisent à l'intérieur de ces montagnes artificielles qui sont constituées de déchets de l'industrie minière. Et ces monticules de déchets ne vont pas que se comporter comme des volcans, ils ressemblent exactement à des volcans. Donc dans ce documentaire, je vais vous proposer un nouvel angle, une nouvelle perspective, à partir de laquelle nous allons examiner les traits de caractère de paysage de la Terre, que nous appelons automatiquement naturels, mais qui pourraient bien ne pas être complètement naturels. En tout cas dans le sens où la plupart des gens utilisent le mot naturel, en fait conçu sans dessein intelligent ou sans but. Et une petite note par rapport à l'éruption de Donetsk que je viens de mentionner. Bien que ce soit produit il y a presque environ un demi-siècle, elle n'est apparue que récemment dans les journaux après avoir été déclassifiée des informations secrètes. Peut-être au départ elle a été rendue secrète parce qu'ils ne voulaient pas que les gens dans la région ils ne voulaient pas que les gens se rendent compte à quel point les monticules de déchets étaient dangereux. Donc parmi les différentes classifications des volcans, nous avons un type, nous en avons un qui s'appelle volcan à cône de cendre. La plupart des volcans à cône de cendre sont en réalité de gros tas de scories. Oui, ces mêmes scories qui proviennent de l'industrie minière. Alors comment est-ce que nous pouvons être sûrs que les cônes de cendre sont de vrais cônes de cendre? Peut-être certains sont des cônes de déchets des précédentes civilisations très avancées. Apparemment, le fait que certains puissent entrer en éruption n'est pas une preuve que ce sont de vrais volcans. Parfois, sur des images aériennes, nous pouvons observer des choses comme ça, des collines, en fait des tas de différentes compositions. S'ils ont vraiment jailli de la terre, de dessous, on pourrait penser qu'ils ont la même composition. Donc plus tard, je reviendrai au sujet de ces collines apparentes, plutôt douteuses, avec d'autres types aussi de volcans, mais d'abord je voudrais vous montrer des images, les images qui m'ont le plus impressionné et qui m'ont convaincu qu'il pourrait y avoir une semence de vérité dans cette hypothèse que de nombreux paysages que nous appelons naturels sont en fait de très anciennes mines. Ça, c'est en Argentine. Bien sûr, c'est officiellement un parc naturel, comme le reste. Et voici la photographie que j'ai trouvée vraiment très informative. Regardez ces griffures, ces longues griffures. Peut-être que c'est de l'équipement qui a produit ces sortes de rayures.
Est-ce que vous pensez que c'est possible? Donc de l'équipement des grimpeurs. Je suis même pas sûre que ce soit possible parce qu'en fait, si vous regardez à l'échelle de grandeur, tout est si immense. Je ne vois pas comment des grimpeurs humains auraient pu laisser de telles marques aussi longues et aussi épaisses, larges. Donc j'ai passé vraiment beaucoup de temps à regarder ces images. Et tout d'abord j'ai pensé, oui, peut-être que c'est naturel après tout. Parce que ça a l'air d'être des pierres qui ont été cultivées. Vous pouvez d'ailleurs voir ces pics très typiques. C'est la façon dont ça a été cultivé. Et pour plus de détails, voir ma vidéo précédente sur la façon de faire pousser les pierres comme des créatures vivantes. Donc d'abord j'ai pensé, ça pourrait être une érosion naturelle qui adoucit les angles entre les pics. Mais en fait, si on regarde plus précisément, mais nous ne voyons pas une érosion douce et uniforme, mais ce que nous voyons ici, ce sont des forages. Et si vous allez voir plus clairement de quoi je veux parler, cette arête est vraiment douteuse, hein. Elle est trop nette, comme si une perce, un forage avait repoussé la pierre, comme ça, l'avait repoussée, et la faisant fondre en même temps qu'elle la forait. Ce qui a pu former cette arête. Et en plus de ce site en Argentine, nous avons ces grands, très hauts murs plats. On dirait pas que ça suit vraiment le motif naturel selon lequel la pierre devrait s'éroder. Voici comment la pierre s'érode naturellement quand elle est exposée. Donc l'impression ici, c'est que c'est un mur coupé artificiellement, découpé artificiellement, à un moment ou à un autre. Et nous avons la même situation avec l'exploitation minière moderne. Le mur est coupé et en dessous nous avons une surface parfaitement plate, de façon à ce que la machinerie puisse se mouvoir. Donc il se pourrait que ces parcs nationaux soient des endroits très intéressants. Ça, c'est un endroit différent, mais qui montre, encore une fois, le motif de l'érosion naturelle. Les contours adoucis entre les tiges des champignons, là, qui se délitent d'abord, pendant que les tiges des champignons restent en place. Et l'autre image qui a vraiment attiré mon attention, c'était celle-ci. Je crois que c'est en Amérique. Nous avons donc un mur parfaitement plat qui s'est érodé. Donc nous voyons l'érosion par les éléments, hein, les trous comme ça. Mais comment est-ce que ce mur a pu être rendu aussi lisse? Et c'est pas juste un petit bout de ce mur. Les deux côtés du prétendu canyon sont précisément coupés de la même façon. Oui, ça a l'air d'être de l'érosion naturelle. Mais ça, je suis pas sûre. C'est comme poli. Et par endroits, c'est plus sombre, presque noir, comme à Petra d'ailleurs. Là, nous avons, une fois de plus, un mur d'une couleur sombre qui semble avoir été coupé avant d'avoir été gravé. De nouveau, à Petra, le mur découpé avec une excellente précision. Mais je reviendrai à Petra un petit peu plus tard dans la vidéo. Parfois, c'est un petit peu difficile de structurer la séquence de la présentation. Nous voilà de retour au canyon américain. Je suis sûre que les pingouins ont une histoire très intéressante à nous raconter. Comment une rivière a coupé ce canyon il y a des millions d'années. Ça aura l'air très scientifique parce qu'ils peuvent dater les millions d'années avec une grande précision et puis avec beaucoup d'autorité ils vont relier ça à d'autres événements qui sont également imaginaires. Mais ce que je veux dire, c'est que les rivières ne coupent pas des murs avec une telle précision, aussi précisément verticale. Et c'est quand même étrange, c'est comment est-ce qu'ils ont pu
couper le flanc de la montagne. Ça devrait être d'abord, pour commencer, une barrière naturelle, une montagne pour une rivière. Alors au départ, on peut imaginer que la rivière grimpe la montagne avant de la couper, avec cette idée d'une érosion de milliers d'années. Mais de l'autre côté, si une rivière trouve un canyon qui est déjà découpé, qui serait une partie d'exploitation minière, la rivière sera certainement très très contente de couler à travers. Ces images sont des images de véritables carrières de notre civilisation. Et décidez pour vous-même si le canyon américain que je viens de vous montrer est plus proche de ceci, ces images-là, ou plus similaire à Riverbanks. De nouveau, regardez où la femme est assise, dans la cavité. Ça, c'est vraiment un produit de l'érosion, produit par les éléments. Mais le reste du mur n'a pas du tout le même aspect. Voici une image intéressante. La roche dans le fond pourrait s'être fendue naturellement, peut-être. Mais qu'est-ce que vous pensez de cette jolie petite marque bien arrondie sur le mur violet? La marque d'un outil, en fait. Ce qui se passe assez souvent lors de l'exploitation minière à ciel ouvert, vous mettez le monstre au centre et il déchire la terre autour en cercle. Et ça ressemble quand même beaucoup à un amphithéâtre. Et maintenant, je voudrais vous montrer des amphithéâtres très intéressants de l'Antarctique. Donc tous les pingouins vont jurer leur grand Dieu que tout ça c'est complètement naturel. Mais j'ai regardé et examiné ces images vraiment longtemps. Et certaines questions se sont fait jour dans mon esprit en relation avec les pingouins et les amphithéâtres. Maintenant, regardons précisément à ces quelques amphithéâtres. Donc ici, officiellement, les vents soufflent et des gouttes d'eau tombent, des grosses variations de température, et c'est ainsi que sont apparus des amphithéâtres dans la roche solide. Ils sont tellement réguliers, bon, s'il y en avait qu'un, mais il y en a tellement, ils sont tellement réguliers que j'ai vraiment des difficultés à croire l'érosion naturelle. Pourquoi est-ce que cette arête est si aiguë? Est-ce que ce sont des micro-vents, pour ainsi dire? Est-ce qu'il y a un microclimat à l'intérieur, à cet endroit particulier de l'amphithéâtre qui a découpé cet amphithéâtre et celui d'à côté tellement précisément? Et là où ils se rencontrent, ils forment cet angle, cette arête si précise et si nette. Est-ce que c'est même possible d'avoir des microclimats sur des endroits si minuscules? C'est un si petit espace, un espace si petit que vous avez des vents locaux qui soufflent avec une telle précision et un angle tellement précis. Et juste à côté, à quelques mètres, il y a un nouveau tourbillon de vent qui forme ces angles tellement précis et tellement acérés. Non, c'est pas le vent, ni l'angle spécifique selon lequel le soleil tombe sur la roche. Parce que tous les amphithéâtres que je vois autour ont les mêmes angles précis, ont les mêmes arêtes précises selon des angles différents. Là où je veux en venir, c'est que la force
où la chose qui a formé ces amphithéâtres semble vraiment avoir été au centre. Alors il semble vraiment que la force qui a formé ces amphithéâtres était au centre et travaillait depuis le centre avec précision et en cercle. Et quoi qu'ait pu causer l'érosion aux amphithéâtres eux-mêmes, cette force d'érosion aurait au moins adouci les angles, les arêtes très aigus. Voici d'autres images de la même région. À nouveau, nous avons une rivière vraiment intelligente qui a pu couper des murs verticaux et qui a un lit complètement plat. Et voici une nouvelle image que j'ai vraiment examinée très longtemps. Maintenant, l'auteur du blog sur lequel je l'ai trouvé a commenté, regardez, ici, nous avons même les traces des véhicules qui desservaient la mine. Je me dis c'est quand même un peu audacieux de dire une chose pareille, mais si nous regardons vraiment attentivement, il se pourrait bien que ce soit possible après tout. D'abord, si vous regardez d'abord le bas de l'image, et puis un peu plus haut sur l'image, oui peut-être. Un autre point important, c'est que ça part du pied du mur de roche. Ils ne viennent pas du côté droit où il semble que la vallée se continue, et pourtant ce serait la direction naturelle à suivre si ces lignes étaient laissées par le flux de l'eau, de la glace fondue par exemple. Et de plus, elles semblent se croiser les unes les autres, ce qui n'aurait pas pu être le cas si ces lignes avaient été laissées par le flot de l'eau, le flux de l'eau. Donc pour moi, il est possible que ce soit les traces laissées par des véhicules en fait. Mais pas forcément en relation avec de l'exploitation minière. Peut-être, mais de l'autre côté, il semble qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent en Antarctique et nous ne savons pas tout. Alors peut-être des véhicules sont passés par là, ont descendu cette pente pour une autre raison. Nos véhicules modernes, je veux dire. Ça, c'est une excavatrice moderne, un monstre au travail. Notez comme le substrat rocheux est coupé à angle droit et gardez ceci en tête quand vous regarderez les images qui vont suivre. Officiellement, bien sûr, tout ça est naturel. Alors si nous regardons ces mines modernes, tout ce dont elles ont besoin, c'est de temps et d'un peu d'érosion, et elles pourront obtenir le statut prestigieux de merveille de la nature et devenir tellement célèbres, à l'instar de leurs sœurs américaines. Paysage naturel USA. Dans le Grand Canyon, l'exploitation minière de l'uranium menace la survie d'une tribu. Attention, zone de radiation, restez en dehors. Notez les nombreux amphithéâtres, tous de même taille et avec des murs strictement verticaux. Est-ce que quelqu'un a exploité de l'uranium ici, il y a très longtemps ?
Donc ce Future Canyon est actuellement en voie de devenir célèbre. Et cette carrière a l'air presque prête à devenir un parc naturel. Notez comment la ligne côtière s'érode ici, en réalité, sous l'action des éléments. Et maintenant, regardez une autre partie de cette ligne côtière, là où nous avons ces lignes, ces arêtes précises. Et maintenant, de nouveau, regardez ces carrières et décidez pour vous-même si elles sont comparables aux soi-disant formations naturelles que vous allez regarder maintenant. Alors, maintenant, regardons les différentes façons dont l'industrie minière retraite ses déchets. Et nous allons de là sauter au sujet des pyramides européennes et Petra. Donc nous avons un certain nombre de collines assez douteuses sur la Terre, comme celle-ci, de Yakoutie, Sibérie. Ici, des centaines de kilomètres loin de toute route, ou même d'industrie minière, que nous connaissons en tout cas. Elles peuvent avoir des formes très régulières, et leur composition est exactement celle de monticules de déchets, des scories, ce genre de matériaux. Et elles peuvent être assez impressionnantes en taille, avec les conifères autour, ça donne une idée de l'échelle. Donc parfois, les déchets d'industrie minière sont juste entassés, empilés, comme un volcan. Mais parfois, elles sont disposées en longues lignes. Et c'est peut-être ainsi que des soi-disant formations naturelles en forme de ligne sont arrivées au jour. Bien sûr, ce n'est pas la seule explication possible dans ce cas particulier. Ça pourrait être des systèmes d'irrigation, comme nous avons quelque chose comme ça en Afrique. Chaque cas devrait être examiné séparément. Et parfois, ils ne font pas de ligne, ils ne font pas de cône, ils déchargent tout simplement les déchets comme ça, sur le sol. Et au bout d'un moment, ces déchets renversés sur le sol ressemblent à de petites collines. Et voici à quoi ces collines relativement naturelles ressembleraient, vues de près. C'est de la terre, rien ne pousse. Parce que les produits, les sous-produits de l'extraction minière sont souvent toxiques, très toxiques. Et c'est pas étonnant qu'ils puissent rester nus pendant très longtemps, avant que quelque chose repousse. Encore une autre façon de disposer les déchets, les matériaux, en forme de colline aplatie au sommet. Et quand finalement la végétation pousse, voilà ce que nous avons, une montagne naturelle
soi-disant naturelle. Il y a tellement de montagnes plates sur la Terre, et certaines ont vraiment une forme aplatie et extrêmement douteuse. De nouveau, ça c'est la Yakoutie, Sibérie, très loin de toute infrastructure, pas question d'industrie minière, en tout cas pas pour notre civilisation à nous. Et pourtant, plusieurs sommets de montagne sont clairement coupés net et les pierres sont d'une taille très très uniforme, homogène. Et bien sûr, le plateau de Nazca. Certaines montagnes s'avèrent être aussi coupées, très précisément d'ailleurs. Et même si elles ne sont pas faites de scories, nous avons d'autres options d'ailleurs, d'autres possibilités. Voici une méthode moderne d'exploitation minière, le fait d'attaquer le sommet, de retirer le sommet des montagnes. Alors, je ne veux pas dire que le sommet de la montagne de Nazca a forcément été retiré dans un but d'exploitation minière. Je veux juste montrer en général qu'il y a eu beaucoup de races avant nous et qu'ils ont été capables de couper des montagnes entières avec précision, quel que soit le but, pour l'exploitation minière ou dans le cas de Nazca peut-être comme piste d'atterrissage ou autre installation. Nous n'avons pas vraiment d'informations. Mais pourtant, il y a des personnes qui semblent être très au courant parce qu'en Chine ou aux États-Unis, nous voyons des installations qui se branchent directement sur ce type d'ouvrage d'art. Donc on dirait que nous, les personnes ordinaires, nous serions l'équipe de maintenance de ces personnages qui organisent la chose au plus haut niveau et qui ne voient pas la nécessité de nous informer sur l'ensemble du projet. Donc bien sûr, il y a différents types d'exploitation minière, et certaines donnent des sous-produits, et voici à quoi ressemblent ces sous-produits. Des collines, les collines de sous-produits de cette industrie. Et les soi-disant montagnes maudites, qui sont classées comme sites naturels, voici ce que nous obtenons quand nous faisons une recherche sur ces collines. Quelle est la différence entre elles? La seule différence, c'est que le premier groupe a l'air plus jeune, plus nouveau, et que nous connaissons leur origine. Et le deuxième groupe, elles ont l'air, disons, plus érodées, et c'est plus facile pour nous de fermer nos yeux et nous sentir à l'aise avec l'idée que nous n'avons pas la moindre idée de qui a exploité la Terre avant nous. Ici, quelqu'un se plaint qu'on ait changé le statut des collines de naturel à non naturel, parce que si c'est naturel, ce sera protégé. Mais s'ils veulent l'utiliser pour quelque chose, ils changent la classification. Mais en gros, il s'agit de la même chose, un tas de déchets, des déchets qui ont été empilés. Ma précédente vidéo était à propos de la façon dont un grand nombre de pierres sur la Terre ont été cultivées intentionnellement. De la même manière qu'on cultive les plantes. Il y a des parallèles entre les minéraux, dont on sait qu'ils se développent, et certaines roches qui sont cultivées. Voici un micrographe ou une image agrandie de la surface d'une feuille de plante. Et de nouveau, les parallèles sont évidents.
J'ai montré que ou même la plupart des roches sur la Terre ont été cultivées. Les plus petits sont littéralement agglomérés autour de la mer. Mais même s'il est possible que certaines des sphères de pierre aient été cultivées, certaines peuvent avoir une origine légèrement différente. Et ici, notre compression est prête. Et après qu'il ait maturé suffisamment longtemps, il sera déclaré merveille de la nature et les touristes viendront le prendre en photo dans une des réserves naturelles du futur. Et voici une troisième explication pour certaines des plus petites concrétions, ces soi-disant artefacts mystérieux qui ont été trouvés en Afrique du Sud, enterrés dans des couches géologiques. On a également trouvé des boules comme ça dans l'État de Utah. Voilà, comparons-les avec leurs frères modernes qu'on utilise dans cette sorte d'installation, ces machines qui sont utilisées dans l'industrie minière pour concasser les roches. Et maintenant sur le sujet des grottes, regardez cette prétendue grotte naturelle, l'entrée. Maintenant, regardez l'entrée de cette mine. Et maintenant, quand la mine va être abandonnée au cours du temps, les poutres de bois vont pourrir. Et voici le résultat. Votre grotte naturelle est prête pour la visite des touristes qui vont admirer les merveilles de la nature. Et c'est pas seulement l'entrée. Les passages intérieurs, de nombreuses grottes prétendument naturelles, quand on les examine attentivement, elles apparaissent faites d'éléments qui ne peuvent pas être naturels. Dans d'autres mots, de nombreuses grottes, ce que nous appelons des grottes, ne sont rien d'autre que d'anciennes mines abandonnées. Maintenant, trouvez la différence entre cette mine qui s'appelle la carrière Ponevsky en Russie et la prétendue montagne complètement naturelle, le mont Sahred en Iran.
voici une nouvelle manière d'approcher le problème du traitement des déchets dans l'industrie minière. Et le résultat, c'est que des collines entières sont formées de cette manière, qui sont finalement naturellement étiquetées merveilles naturelles. Le matériau de déchets liquides est rassemblé dans des étangs, dans des bassins d'épandage. The liquid waste material from mining is collected in tailing ponds. Il est tout à fait possible que les nombreux lacs salés, les étendues d'eau salée, etc., sur notre Terre se soient formés naturellement, mais d'un autre côté, beaucoup d'entre eux sont un peu douteux. Et il se pourrait qu'ils aient été d'anciens étangs de collectage. Et certains points rendent certains d'entre eux encore plus éligibles à cette option. Le fait qu'on retrouve des tas de déchets et de scories à proximité de certains d'entre eux, ou le fait que certains d'entre eux aient un fond parfaitement plat, ce qui ne donne pas une impression particulièrement naturelle. Les bassins de résidus ont tendance à être peu profonds, y compris ceux de l'époque moderne. Et ils ont un fond très plat, tout simplement parce qu'ils faisaient partie de la mine eux-mêmes, de l'exploitation minière, des carrières. L'exploitation était en cours et ils l'ont transformé en bassin de résidus et ils y ont déversé les déchets des zones alentours. Et bien sûr, désormais, on les considère comme des merveilles de la nature. Ils font partie de réserves naturelles, de parcs naturels. Et on divertit les touristes avec toutes ces différentes hypothèses spéculatives et qui tournent toujours autour du même pivot. Comment est-ce que ces merveilles naturelles sont arrivées au jour ? Ces collines en Iran, prétendument naturelles, bien sûr, sont de bonnes illustrations parce qu'elles montrent les deux particularités ensemble. Elles ressemblent exactement à des tas de déchets et les sédiments salins à leurs pieds sont présents aussi. Voici une autre façon de retraiter les déchets miniers. Imaginez que vous remplissez avec cette substance des poches ou des conteneurs rectangulaires. Vous auriez ce type de résultat. Et maintenant, à propos de l'exploitation minière souterraine.
Alors, est-ce qu'il est possible que certains des mystérieux trous dont le nombre semble augmenter de façon exponentielle récemment, est-ce qu'il est possible que ce soit des restes de l'exploitation ancienne ou de l'exploitation par d'autres races? L'explication officielle est souvent très peu convaincante. Le trou que vous voyez sur le diagramme présente une forme en entonnoir, ce qui est la chose la plus naturelle qu'on attend d'un trou naturellement éboulé. Mais en réalité, nous voyons des choses vraiment très différentes. La plupart des trous déviés ont des bords remarquablement lisses et forment des cylindres parfaits au lieu d'avoir une forme d'entonnoir. Et de plus, les trous déviés sont juste le sommet de l'iceberg. Des tunnels sans nombre et remarquablement réguliers dans leur forme et parfois absolument gigantesques sont trouvés sur tous nos continents et on leur donne des noms et des explications toutes destinées à distraire notre attention et les rendre aussi naturelles que possible. Et si nous cherchons ceux qui travaillent activement à obscurcir notre histoire, c'est très facile de garder ces tunnels sous le radar de la recherche alternative parce que c'est tellement facile d'en couper l'accès. Et voici une information intéressante à propos de ce qui est dans ces tunnels souterrains qui a été obtenue par une régression dans les temps passés, une session qui a été conduite sous transe. La personne qui opérait la régression a déclaré: même si nous avons des tunnels qui ont l'air identiques sur les différents continents et qu'ils ont l'air vraiment pareils, chacun devrait être examiné séparément. Parfois, ils ont utilisé la fonte et parfois ils ont simplement foré. Et encore dans d'autres cas, et d'autres fois, ils ont projeté une énergie dans la matière. Certains sont des entrées jusqu'au royaume souterrain, mais les appeler des royaumes souterrains n'est pas très précis. Ce serait plus correct de dire que ce sont des portes pour d'autres plans d'existence. En dessous, il y a tout un réseau de tunnels. Certains sont des bunkers, des ruines d'anciennes mines. Quand ils trouvaient ce qui les intéressait, ils l'extrayaient directement. Parfois, ils le traitaient directement et parfois ils l'amenaient à la surface pour s'en servir. Et quand la personne qui opère la régression est interrogée pour plus de détails, comment ces tunnels apparaissent directement des plans subtils, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que la pierre se dissout? La patiente a répondu: oui, on pourrait dire que la pierre se dissout dans la chaleur. On peut le faire aussi sélectivement, prendre ce qu'on veut et laisser le reste de la masse dont on n'a pas besoin. C'est pas vraiment que la pierre disparaît, c'est plutôt qu'elle cesse d'être. Elle n'est plus perceptible par les personnes comme nous qui ne percevons que les basses fréquences. Dans le passé, ces tunnels étaient des passages vers d'autres mondes. Si on en avait vraiment besoin ou qu'on était curieux, on pouvait rendre une petite visite aux voisins, pour ainsi dire, et faire un voyage dans ces mondes. C'est comme ça que c'était dans le passé. Et certaines tribus gardent toujours le souvenir de ces passages dans leurs légendes. Mais maintenant, depuis que l'humanité a été entraînée dans cette réalité plus limitée, ces voyages sont devenus difficiles ou impossibles. Vous ne pouvez certainement pas y aller avec votre corps ordinaire. Peut-être que certaines personnes peuvent y aller avec leur corps subtil, mais même ça, ce n'est pas très facile. Il y a des gardes et les accès sont très limités. Ensuite, la personne qui guide la régression demande s'il pouvait créer ce type de tunnel en utilisant exclusivement les pouvoirs mentaux et sans utiliser aucun équipement technique. La patiente a répondu oui, il le pouvait et il le faisait. Et un groupe d'entre eux créait un champ de lumière et il le dirigeait intentionnellement et la roche se dissolvait.
Même pas vraiment, elle ne fondait même pas, mais elle se dissolvait purement et simplement. Ça ne coulait pas. Et il y a des faits qui sont vraiment très intéressants dans cette session de régression. À propos des groupes d'êtres qui créent un champ avec le pouvoir de leur pensée et de leur intention. Et c'est exactement de cette façon que nous pouvons traiter certains problèmes très sérieux de nos jours. Par exemple, les traînées de poison dans le ciel. Si suffisamment de gens apprennent à créer et maintenir les champs de lumière nécessaires, on pourrait non seulement neutraliser certains effets, mais finalement régler le problème de ces épandages en influençant le monde matériel autour de nous et les événements avec le pouvoir de la pensée. Ce n'est pas si facile que le prétendent certaines personnes du New Age. Il vous suffit de désirer et ça va se produire. Non, ça ne se produit pas comme ça. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est certainement dans nos capacités, dans les capacités de chacun, pas seulement ceux qui sont nés avec des dons spéciaux. N'importe qui pourrait apprendre. Et la seule chose qui est requise, c'est vraiment de le désirer et d'être fort là-dedans. Et maintenant, retournons à nos carrières. Alors, ce que fait cette grosse machine, c'est de retirer de grosses couches de terre. Et même ici, ils le font sur 2 niveaux en même temps. Et ce qu'il reste derrière, quand ils ont terminé, ce sont des morceaux de terre complètement plats et complètement nus. Alors, est-ce que c'est une coïncidence si nous avons des paysages naturels, enfin, soi-disant naturels, qui ressemblent vraiment à ça, quasiment sur tous les continents? L'Australie a peut-être la plus grande part de ça. L'Afrique aussi n'est pas loin derrière. Comment ça se fait que ces continents sont complètement privés de sol et complètement plats? On voit une végétation minimale qui pousse là. Et après ces millions d'années, et il aurait dû y avoir quand même un peu de sol. Hein? Où est le sol? Est-ce que c'est possible que ces régions aient été dévastées à une telle échelle par l'exploitation minière, pour ainsi dire? Oui, bien sûr, c'est possible. Et les déchets sont peut-être dans le Sahara. Pour plus de détails, voir l'épisode des survivants dans les origines artificielles du Sahara. Et si vous trouvez que ça va trop loin, de suggérer que tous les déchets ont été transportés dans le Sahara, regardez juste le mont Nimrod. Non seulement ce tas consiste en cailloux qui ont vraiment l'air de déchets industriels, mais aussi ce tas est arrivé à atterrir sur un lieu vraiment stratégique et qui couvre un site historique en face de statues vraiment très intéressantes qui suggèrent que le site lui-même doit être très intéressant. Et ce n'est pas juste le mont Nimrod, mais aussi le mont Tipé que j'ai montré dans d'autres vidéos, la grande pyramide de Cholula, Teotihuacan, et tant d'autres que vous pouvez trouver dans mes vidéos. Toujours cette même question, qui mettrait ces tas sur les sites historiques? Nous savons ce parti qui est très porté sur le fait de faire des tas sur les sites historiques. Donc c'est pas si exagéré de dire que ça aussi c'est enterré sous le sable. La civilisation égyptienne pourrait bien ne pas être égyptienne ou ni même ancienne.
Et maintenant, les pyramides de déchets. Il y en a pour tous les goûts. Et ça, c'est pour ceux qui les aiment dans le style nubien. Ou peut-être vous préférez le style de pile de déchets Teotihuacan. Donc c'est peut-être pas étonnant si nous avons autant de formes pyramidales dans l'Europe du Sud. Ici, il y en a un rang tout entier. Est-ce qu'il est possible que ce soit des piles de déchets? Bien sûr, tout est possible. Mais à partir du peu d'informations que nous avons jusqu'à présent sur la pyramide de Bosnie, la pyramide et la colline de forme pyramidale que j'ai pu voir par chance en voyageant en Espagne, ce ne sont pas des piles de déchets. Certaines d'entre elles ont été créées, construites, et elles ressemblent à des pyramides vues de certains angles, mais ce ne sont pas des vraies pyramides, ce qui est le cas en Espagne. Je voudrais partager avec vous mon impression sur la pyramide de Bosnie, en tout cas celle que j'ai eue jusqu'à présent. Jusqu'à présent, j'avais beaucoup de mal à trouver du sens à ce site de pyramide à cause des images aériennes où on voit deux pyramides régulières, mais vu du sol, c'est plutôt contradictoire. Par exemple, on nous dit que ça c'est du ciment et probablement c'en est. Mais j'ai beaucoup voyagé en Europe dans plusieurs pays et je peux vous assurer que dans la nature, vous trouvez ce style, ce type de, je sais pas s'il faut appeler ça du ciment ou de la pierre ou quoi que ce soit. Beaucoup de ça. Et la première fois que j'ai vu ça dans la forêt, j'ai aussi pensé que j'avais découvert une ruine. Mais au fur et à mesure que nous marchions, 5 kilomètres, il est apparu que c'était peut-être une ville ou peut-être en fait c'était de la pierre. Je ne sais pas de quoi c'était fait. Mais de mon expérience, je peux dire quasiment de façon certaine que ce n'est pas une preuve que cette pyramide a été construite. Ici, nous avons un mur mystérieux en Amérique. On dirait qu'il est fait de ce même style de béton, ciment. Revenons à la pyramide de Bosnie. Les preuves qui nous sont montrées comme étant quelque chose d'artificiel, d'origine artificielle. Si vous regardez de plus près ces images, vous verrez que ceci, c'est de la pierre, de la roche. C'est la façon dont ça se fracture. Ce n'est pas du pavé, c'est sûr. Après un moment, ces pierres se transformeront dans ce que n'importe qui appellerait de la pierre naturelle. Donc, c'est pour ça que jusqu'à récemment, je trouvais ce site vraiment très perturbant et je n'ai pas commenté. Et ce n'est qu'après avoir trouvé que beaucoup de pierres avaient été cultivées que tout est tombé en place pour moi et que j'ai compris chaque image que j'avais vue de la pyramide de Bosnie. Ça, c'est aussi du site. Est-ce que vous voyez le motif typique des pierres cultivées? Vous devez voir ma vidéo précédente là-dessus pour comprendre de quoi je parle. Mais maintenant, je suis absolument convaincue que ça a été cultivé. Peut-être vous pouvez dire manifesté, fabriqué à partir d'une substance, du sol, ou de l'air, ou du sable, ou il y a d'autres versions, directement de l'éther. Ça, je ne peux pas le dire.
Mais aussi, faites attention aux concrétions sphériques de pierre dans la zone sur le site de la pyramide elle-même. Les concrétions sont vraiment cultivées, pierres cultivées. Il y avait des cultures de pierre dans cette zone. Et devinez où se trouve cette pyramide? C'est en Amérique, exactement dans la zone où beaucoup de champignons, et c'est des choses, ces pierres champignons, cette pâte-là, on dirait que c'était une place où ils faisaient des tests, un laboratoire de pierre. Ça a été confirmé par une régression dans une vie passée aussi. Donc apparemment, les races qui étaient impliquées dans le fait de cultiver des pierres sur la Terre utilisaient cette forme pyramidale. Et en plus, cette pierre de la pyramide de Bosnie semble très semblable à celle-ci, qui a vraiment l'air d'être cultivée, comme je montre dans ma vidéo précédente. Ces artefacts ont aussi été trouvés dans la proximité de la pyramide de Bosnie et construites à partir d'une pierre, plusieurs types de pierres. Tout ce qui semble avoir été fabriqué pourrait avoir été cultivé. Voilà, ça c'est aussi supposé être du ciment de la pyramide de Bosnie. Ça ressemble vraiment à du ciment. Est-ce que ça a aussi été cultivé ou est-ce que ça a été vraiment fabriqué, plus proche de la façon dont nous comprenons le fait de fabriquer du béton? Mais comme conclusion, mon impression jusqu'à présent, c'est que la pyramide de Bosnie est faite de pierres cultivées, en grande partie ou entièrement. Est-ce que ceci pourrait être une ancienne mine ou carrière réutilisée en terrasse d'agriculture ? Les passages artificiels de Petra ne sont pas différents des autres, d'Italie par exemple. Ils sont impressionnants par leur échelle gigantesque. Donc la première question c'est qui les a faits, mais aussi pourquoi. Je veux dire, si grand. Et je pense que nous sommes vraiment très très loin de comprendre, d'approcher qui ou pourquoi. Mais je voudrais vous montrer quelque chose de nouvel à propos de Petra. Maintenant, regardons de plus près la pierre qui a l'air d'être fondue. Regardons si ça a juste l'air d'être fondu ou si c'est vraiment ce que c'est. Tout d'abord, regardez ça. Est-ce que vous avez noté les cavités, les trous, les espaces? Et en face, il y a une pierre relativement fine, comme une couche fine, fondue. Maintenant, l'explication des pingouins, c'est que la pluie, les pluies ont érodé les trous, mais ils ont laissé la couche extérieure. C'est pas incroyable ça? Il y a quasiment pas de pluie à Petra qui tombe directement du ciel comme ça, mais ces cavités, elles ont reçu beaucoup d'eau, apparemment une abondance d'eau horizontalement, qui ont fait ces cavités. Maintenant regardez.
ces couches originelles de pierre, un peu rougeâtre, et puis une couche blanchâtre en dessous. Et maintenant, regardez les couches fondues au-dessus. Et non seulement c'est une couleur différente, mais il apparaît que la couleur semble être le mélange des deux autres couches. Mais en plus, ça a un volume, une forme à soi. Ce n'est pas seulement de la couleur sur la pierre à cause de la pluie prolifique du désert, ici à Petra. Les pingouins qui nous racontent des histoires. Mais il s'agit vraiment d'une pierre fondue. Et maintenant, s'il vous plaît, comparez les dommages qui ont été infligés aux murs de briques pendant la Seconde Guerre mondiale à cause des explosions et des feux. S'il vous plaît, comparez ces dommages avec Petra, avec ces formations qui ont été trouvées dans des grottes où les rivières de lave fondue coulaient. Finalement, la lave se solidifie et c'est à ça que ça ressemble quand elle se solidifie. Et si vous avez encore des doutes sur l'origine des dommages qui sont arrivés à Petra, regardez ça. Maintenant, regardez les couches qui montrent la structure originale de la pierre, orange blanchâtre. Regardez la coloration de la rivière de pierre brune qui a commencé à couler au fur et à mesure qu'elle fondait. C'est une photo absolument époustouflante. Une rivière de pierre qui se pétrifie au fur et à mesure qu'elle coule. Tirons quelques conclusions générales à propos de Petra, basées sur ce qu'il savait déjà dans ses vidéos et les choses que j'ai récemment trouvées, qui incluent aussi le fait de cultiver les pierres, les roches. D'abord, le substrat rocheux de la zone a été cultivé. Ou au moins, les motifs orbiculaires de la roche donnent une telle impression. Bien sûr, nous ne pouvons pas être sûrs à cause des ondes de choc des armes ou quoi que ce soit. La technique ou l'outil qui a été utilisé pour détruire Petra a aussi laissé des motifs similaires sur la pierre, sur la surface. Une fois de plus, souvenez-vous de la rivière brune, blanche et la rivière de pierre fondue avec les mêmes motifs orbiculaires. Il est aussi possible que, initialement, Petra était une cité totalement souterraine et que ces tunnels, avec leurs murs lisses et brûlés, étaient une conséquence de la destruction. Comme si quelqu'un essayait de détruire une cité souterraine d'en dessous et diriger certaines armes pour faire des passages. Et c'est ça que vous pouvez voir dans la vidéo à laquelle je me suis référée. Il y a beaucoup de restes avec des murs détruits comme ça et les passages sont assez étroits, ce qui signifie que ces chambres, ces pièces étaient situées exactement là où il y a des passages maintenant. Et la destruction doit avoir été conduite à une grande échelle. Notez peu de restes de quelque chose comme un escalier là. Et donc il y a des restes d'escalier ici, pas parce que les gens étaient fous pour construire des morceaux d'escalier au milieu de la route ou du désert, mais parce que la structure tout entière à laquelle l'escalier conduisait est désormais évaporée, manquante, détruite, fondue, disparue. Ici autour, là, tout est en train de rouler dans la poussière. Et bien sûr, les structures comme les structures qui appartiennent aux soi-disant trésors appartiennent à une ère beaucoup plus récente. Et ça,
Ce n'est pas Petra, ce n'est plus Petra, c'est le lieu des gobelins que nous avons visité dans une vidéo précédente. Et je pense en fait que les gobelins doivent s'être installés là quand ils ont trouvé ces ruines vacantes, le laboratoire de culture de pierre qui doit avoir été détruit par les mêmes armes, ou peut-être, c'était peut-être même pas une arme, peut-être ces pierres parce qu'elles étaient cultivées comme des champignons, peut-être ça a réagi avec le temps, peut-être avec le temps il y a eu une réaction avec les éléments naturels et ça produit ce style d'effet. N'oublions pas qu'il se peut que ça a été un laboratoire pour tester des espèces de culture de pierre. Donc peut-être cette espèce-là n'était pas très solide. Ou peut-être même qu'elle a tendance à réagir dans certaines conditions de cette façon-là. Elle était trop jeune, quand c'est arrivé, ou trop vieux, Dieu seul le sait. Des marques d'outils intéressantes à Petra. Marque d'outils dans la pierre. Et à propos de ces passages, nous ne sommes pas à Petra ou n'importe où en Europe. Voici l'Amérique. Officially in Petra, they are called flood defense system. In Europe, the very same thing. It's called via cover, or at other places they don't call them anything. Just ignore them and exclude them from history. Et ici, en Amérique, on appelle ça des rivières souterraines. Wow! 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 Ici, ils appellent ça des chaînes naturelles de canaux. À certains endroits, ils sont un petit peu plus honnêtes et disent l'histoire, ils racontent l'histoire, que c'est un site historique et archéologique qui a été vendu à un homme d'affaires qui a fait un aquapark. Apparemment, quand les pingouins ont un peu honte, ils ne veulent pas trop mentir. Donc, très probablement, de nombreuses races ont exploité la Terre. Mais c'est très très loin de l'horizon de compréhension de l'homme moderne, qui ne se soucie même pas de qui il est lui-même, pour ainsi dire. Donc, il y a probablement plusieurs races différentes qui ont exploité la Terre. Mais c'est très très loin de l'horizon de la pensée et de la compréhension de l'homme moderne. Et il ne se soucie même pas de qui il est lui-même, sans même parler de faire des enquêtes sur qui sont ces autres. Mais en tout cas par rapport à l'exploitation minière et de faire fondre l'or et la chronologie historique des éléments, la chronologie que nous appelons aujourd'hui histoire, est l'histoire que nous connaissons. À propos de cette chronologie, en fait, ce sont ces autres qui nous ont dit comment fondre les métaux et comment extraire des éléments de valeur. La preuve qu'on nous a dit exactement comment faire et que nous n'avons pas découvert par nous-mêmes, on peut trouver ça dans ces deux vidéos qui sont indiquées. Il y a aussi des gens qui pensent que les produits de l'extraction minière étaient exportés en dehors de la planète. C'est possible aussi, je sais pas, je n'ai pas eu d'informations
là-dessus venant de sources fiables. Mais ça pourrait se produire même maintenant. Si on regarde le prix de certaines substances, il apparaît que c'est sans rapport avec ce que reçoivent les exploitants miniers. Et si on combine tout ça au fait que nous n'avons aucune idée de ce qui se passe dans l'espace, quand on raconte aux petits moutons des histoires à l'aide d'images générées par ordinateur, sur les missions spatiales, ce qui se passe là-haut, nous n'avons pas la moindre idée. Ils pourraient transporter des choses. Porter des choses. Formation rocheuse naturelle. Marque d'outils intéressante sur des grottes mystérieuses en Chine. Grotte en forme de cloche au Moyen-Orient, avec des marques intéressantes d'outils. Et des histoires qui s'y rattachent. Ceci est une vidéo sur un soi-disant volcan qui est entré en éruption et qui a été capturé en vidéo, été filmé, décidé par vous-même. Alors, est-ce qu'on dirait vraiment qu'un flot de lave fondue arrive finalement à faire une percée? Ou est-ce que ça ressemble un peu plus à une simple explosion, comme l'explosion des tas de scories, comme l'explosion d'un terri?